Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Une nouvelle invitée nous a rejoint, Juliette Chouenbou, présidente de l'Association des médecins africains de France. Soyez la bienvenue. Merci Sandra. Et nous sommes toujours en compagnie de notre éditorialiste, Gracien Roukindi-Kiza, et Denis Dakontesao Kourpotin, expert en santé publique et président de l'ONG Action Plus Sida Santé. Place au dossier du jour. Dressons à présent un état des lieux des systèmes de santé en Afrique. Comme beaucoup de secteurs, ils représentent un défi pour le développement. Individuellement, chaque État a mis en place des mesures devant faciliter l'accès aux soins. Mais ces programmes sont-ils efficaces? Élément de réponse avec ce reportage de Franck Noudofinin, notre correspondant au Bénin. En Afrique, les systèmes de santé varient d'un pays à un autre. L'histoire, les situations économiques et sociales conditionnent bien souvent la nature des systèmes de santé d'un bout à l'autre du continent. Mais bien que ces systèmes de santé soient différents, que l'on soit au Bénin, à Malabo, à Nairobi ou encore à Lusaka, ils souffrent de problèmes presque identiques. Difficultés de financement, éloignement des centres sanitaires par rapport aux lieux de résidence des citoyens, ou encore la mise en place de régimes d'assurance qui ont souvent du mal à montrer leur efficacité. En République du Cameroun, l'État a encouragé dès le début des années 2000 la mise en place des mutuelles de santé. L'Union des mutuelles de santé communautaires a été installée dans les 10 régions du pays. Seul problème, l'adhésion complète de la population n'est pas toujours au rendez-vous. Ceci pourrait être dû aux nombreux problèmes que rencontre le pays en matière de formation de médecins qualifiés. J'ai eu à exercer beaucoup plus dans les centres reculés. J'ai été à Polo, j'ai été à Le Bamzip, j'ai été à Gefigui. À présent, je suis à Batienga. Le personnel soignant qualifié manque toujours et ça cause toujours problème. Ce problème n'est pas uniquement au Cameroun. Dans de nombreux pays du continent, le manque de médecins formés et qualifiés est l'une des gangrènes du secteur de la santé. Loin du Cameroun, au Bénin, l'État a très vite compris la nécessité de renforcer son système de santé en mettant en place le régime d'assurance maladie universelle, le RAMU. Cette initiative, qui est officiellement rentrée dans sa phase active en 2013, vise essentiellement à faciliter l'accès de la population aux soins de santé. C'est une assurance maladie bien pensée et nous avons décidé d'avoir la couverture universelle. Mais pour cela, nous avons également fait l'option de pénétrer les couches sociales progressivement. En termes de bilan, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes intéressés d'abord à la couche défavorisée. Se faire soigner en Afrique a un coût parfois bien au-delà des possibilités de beaucoup de citoyens. Sans l'aide des États, il serait difficile, presque impossible à certains citoyens, d'accéder à des soins de qualité, d'où la nécessité d'adapter les régimes d'assurance maladie. Nous avons retenu une souscription de 1 000 francs par mois chez l'adulte et 1 000 francs par an chez l'enfant âgé de moins de 18 ans. Donc, cela nous fait 12 000 francs par an par adulte et 1 000 francs par an par enfant âgé de moins de 18 ans. Comme l'éducation, le transport ou encore l'énergie, la santé représente un enjeu majeur de développement en Afrique. En Côte d'Ivoire, le gouvernement l'a compris en renforçant son investissement dans le secteur. Les députés, bien sûr, ont été très intéressés parce que vous savez qu'il y a toute l'architecture d'abord de cette couverture maladie universelle, mais également il y a l'offre de soins qui est extrêmement importante pour les populations. Ça ont été des débats très intéressants et nous avons eu vraiment la joie de constater que les députés ont voté à l'unanimité ce projet de loi et nous sommes donc confortés étant entendu que nous prévoyons commencer cette couverture maladie universelle début 2015 avant bien sûr un projet pilote qui va démarrer fin 2014. L'État ivoirien ne souhaite plus aujourd'hui évoluer en vase clos. Il s'ouvre à la coopération dans le secteur de la santé. C'est ce qui justifie les nombreux contrats de partenariat signés entre la Côte d'Ivoire et le Maroc.
Ce que la Côte d'Ivoire propose déjà au royaume du Chérifin, c'est d'abord une coopération en termes d'abord de renforcement de capacités, puisque nous pouvons emmener nos spécialistes au Maroc pour pouvoir voir un peu comment ils évoluent en termes même de renforcement au niveau des spécialités. 2013 a été décrétée en Côte d'Ivoire l'année de la santé. C'était l'occasion pour le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux que sont les syndicats de s'engager pour une nouvelle révolution dans le secteur de la santé. La santé est un secteur social qui a besoin d'être suffisamment mis à sa disposition beaucoup de moyens. Mais pour nous, il faut aller peut-être de la gratuité ciblée dont on parle aujourd'hui, il faut aller vers un autre mode de financement de la santé pour que nous puissions réellement avoir un système performant. En Afrique, les systèmes de santé sont différents. Le Nord est reconnu comme étant plein d'innovations et d'opportunités en la matière. Mais l'Afrique subsaharienne tâtonne encore. Les États fournissent des efforts de modernisation et d'accessibilité de leur système de santé, mais ils sont encore loin de satisfaire pleinement les populations, surtout les populations rurales. Les objectifs du millénaire pour le développement devraient être atteints en 2015, mais dans le domaine de la santé, beaucoup d'États devraient encore rester à la traîne. Pour atteindre les défis du continent en matière de santé, beaucoup d'analystes estiment que le nord et le sud de l'Afrique devraient renforcer leur solidarité. Juliette Chunbou, quel regard portez-vous sur ce reportage qui vient d'être diffusé ? C'est un reportage qui fait un état des lieux assez objectif de la situation sur l'accès aux soins en Afrique subsaharienne. On voit bien que ça comporte plusieurs axes. La santé a un coût, il y a le financement, il y a l'offre de soins qui est insuffisante, il y a la qualification des professionnels. Est-ce que les soins sont de qualité ? On constate que d'un pays à l'autre, la prise en charge est assez disparate, très diversifiée, et que les personnes démunies n'ont pas accès aux soins. Et dans les statistiques, on se rend compte qu'en Afrique subsaharienne, les couvertures maladies actuelles, les systèmes d'assurance privés, couvrent essentiellement 5% de la population. Donc c'est une problématique réelle. Or, la santé, c'est important, où qu'on soit. Denis Dakounse-Sao, Courpotin, quels sont les éléments qui ont retenu votre attention ? Je pense que nous devons féliciter tous ces gouvernements qui initient l'assurance maladie universelle de façon à améliorer la qualité de l'offre de soins. Et les dirigeants africains ont attendu trop longtemps pour réaliser que la santé était une question capitale. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'il va falloir quand même qu'ils investissent beaucoup plus financièrement dans le budget de la santé, et aussi sur les humains à travers une formation de qualité, parce que l'assurance maladie universelle impose un contrôle, exige un contrôle de ce qui est fait. Et le médecin doit pouvoir prescrire juste les médicaments qu'il faut et ne pas faire des ordonnances à rallonge, comme on a souvent l'occasion de le constater dans les structures sanitaires des pays. Et ce contrôle et la qualité de l'offre de soins va redonner confiance forcément à la population qui a vraiment besoin d'être soignée au juste coût. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que la majorité de ces populations sont des démunis, alors que nous savons que l'assurance maladie concerne surtout les fonctionnaires qui cotisent et les sociétés privées ou publiques qui cotisent pour les salariés qu'ils ont formés. Ça m'a fait plaisir d'entendre le ministre de la Santé du Bénin dire que les couches démunies étaient sensibilisées, étaient prises en compte, mais je voudrais bien savoir de quelle manière ils sont réellement pris en charge par 1 000 francs par mois et 1 000 francs par an pour les enfants de moins de 18 ans. Gratien, globalement, que pensez-vous des systèmes de santé mis en place par les États pour favoriser l'accès aux soins ? Oui, les États ont fait des efforts, ne fût-ce qu'au niveau de la conception, y penser déjà, c'est un pas en avant. Mais le problème principal, c'est que ces États, chaque État a fait chez soi son modèle et ils n'ont pas essayé de consulter là où ils ont bien avancé. On regarde
chez celui qui a fait des avancées, qui a fait des succès, et non pas recommencer à zéro, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On voit bien qu'il y a la volonté d'aller, notamment, c'est surtout le problème, ça a été souligné, le problème de financement, le problème aussi de personnes qualifiées. Le coût en soi, quand c'est mutualisé, le coût peut être moindre. On peut prendre un exemple du Rwanda où la population est couverte à 100%. 100%, la population est soignée avec une certaine couverture, une cotisation de toute la population sans exclusion et tout le monde est soigné. C'est un coût qui n'est pas énorme par personne. On peut évaluer, par exemple, une personne, si au niveau de la population, il y a une cotisation en moyenne des gens qui ont les bas revenus, pour les gens qui ont des bas revenus, autour de entre 7 et 10 euros par mois. C'est une bonne somme, la population peut être soignée. Donc, il faut partir de ce côté, au niveau financement et aussi au niveau de la formation. On ne peut pas penser à un système de santé de tout le monde. Si on veut soigner tout le monde, il y aura beaucoup de gens qui arrivent sur le marché des soins parce qu'il y a d'autres qui recourent aux sorciers, aux traditionnalistes, donc qui font la médecine traditionnelle. Et il pourrait y avoir beaucoup de gens. Donc il faut ouvrir beaucoup de centres de santé, avoir beaucoup d'infirmiers et aussi du matériel. Il faudra que les États subventionnent dans un premier temps. Vous avez souligné l'exemple du Rwanda. Comment expliquer que cet exemple ne soit pas suivi ailleurs? Parce que chaque État fonctionne de façon autonome, sans regarder ce qui se passe ailleurs. Ils ne font pas faire des états des lieux, aller voir comment les autres ont fait pour avancer, pour mettre en place ces systèmes de santé. Et on s'aperçoit que l'Afrique, quand même, c'est l'un des continents où les dépenses de santé sont les plus faibles. Et d'après les statistiques, en 2002, par exemple, la dépense moyenne de santé par habitant en Afrique était de 30 €, alors qu'en Asie, elle est de 60 et en Amérique latine, elle est de 3 000 €. Donc il y a un problème aussi de budget, en fait, de financement. On revient toujours... Justement, dans le reportage, on a entendu un intervenant prôner un autre mode de financement pour plus d'efficacité. Lequel imaginer, par exemple? Moi, je pense que le secteur informel regroupe entre 60 et 70% de la population. Et ce secteur doit être associé à ces assurances maladie universelles parce que certains de ces marchands de l'informel ont de grands moyens et peuvent contribuer. Mais l'État, à travers une volonté politique forte, doit investir plus pour pouvoir améliorer l'offre de soins et faire en sorte que la bonne gestion de ces assurances maladie universelles puisse permettre de prendre en compte les besoins de la population. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a une certaine légèreté, manque de rigueur dans la gestion des soins, dans la gestion des structures. Quand vous allez dans les centres confessionnels en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, parce que c'est géré par des privés, parce que c'est géré par des religieux, vous voyez une affluence de la population qui a confiance en ces structures, parce que ces structures sont bien gérées, parce que dans ces structures, il y a la propriété, il y a du personnel disponible et du personnel mieux payé. Donc si, dans le secteur public, le médecin, la sage-femme, l'infirmière ou l'aide-soignante n'est pas bien payé, dès qu'ils ont eu une occasion pour partir, parce qu'ils doivent être mieux payés, ils sont partis. Donc il y a vraiment un professionnalisme qui doit faire preuve de rigueur, mais ça commence déjà par l'État, qui doit se dire, la santé, c'est aussi important que l'éducation, et faire en sorte que ça puisse évoluer vers une offre de soins de qualité sans pénaliser le patient. Parce que une intervention chirurgicale dans un hôpital rénové en brousse va coûter plus cher dès que des travaux sont faits, l'équipement est amélioré, etc. Mais il faut donc faire une réévaluation des coûts des actes médicaux. Juliette Chouenbou, y a-t-il un problème dans le recrutement ou la formation des médecins spécialisés?
il n'y a pas de problème dans la formation en tant que telle, mais je pense que les limites se trouvent essentiellement dans la formation continue, la mise à niveau régulière, le développement des compétences, l'évaluation des compétences de façon continue. Mais la formation en elle-même, elle est assez bien faite. Vous êtes présidente de l'Association des médecins africains de France. Quelles sont, en règle générale, les raisons qu'ils évoquent pour quitter l'Afrique et venir exercer en Europe? Ils quittent l'Afrique à cause des insuffisances des infrastructures. Le matériel n'est pas renouvelé et les salaires sont très bas. Et les conditions de travail, ils ne sont pas satisfaits de l'offre qu'ils fournissent aux patients au quotidien parce qu'il manque de moyens. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un exode des médecins. Et avec de meilleures conditions à la fois salariales et financières, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient retourner aider leurs confrères sur place? Je suis convaincue. Je suis tout à fait convaincue que si on améliore les conditions de travail, les conditions d'accès aux soins en Afrique, les médecins africains qui sont en France retourneront en Afrique. Est-ce qu'il y a des gouvernements, par exemple, qui sollicitent ce type d'association pour inviter les médecins africains en France, par exemple, à venir aider ceux qui sont sur place? Oui, il y a des actions actuelles, mais ce sont des actions ponctuelles. Qu'on fait de façon ponctuelle, un groupe de médecins qui va faire des consultations sur place, mais après ils s'en vont. Donc après il n'y a pas de suivi derrière, mais il y a des actions ponctuelles. Denis Dakunsé-Saokour-Potin, vous êtes président de l'ONG Action Plus Sida Santé. Comment les populations sur place sont-elles sensibilisées à ce propos? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour ces personnes? Bon, nous essayons de nous battre pour que les équipes sur les sites de prise en charge des patients puissent avoir un plateau technique assez correct, une formation continue qui permettra à ces soignants de pouvoir bien soigner, bien accueillir les patients, parce que l'accueil aussi a une place de choix que beaucoup de soignants perdent de vue parfois. Et les pays comme le Gabon ont décidé d'améliorer les conditions de rémunération de leur personnel, de financer complètement l'assurance maladie et tout. C'est vrai qu'ils ont peut-être plus de moyens, mais sans volonté politique, cela n'aurait pas pu se réaliser. Au Sénégal, l'État a encouragé la création des mutuelles de santé qui vont après être regroupées dans un régime général d'assurance maladie. Et ça fonctionne. Donc les tentatives au Togo, au Bénin et ailleurs pour essayer de créer cette assurance maladie de façon à permettre une meilleure prise en charge des patients passent forcément par l'association des communautés à cette prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de recruter à l'infini parce qu'il n'y a pas le budget qu'il faut. Donc il y a des communautaires qui viennent sur les sites et qui assurent le continuum de soins. Et ces communautaires reçoivent des formations et après participent avec l'équipe de prise en charge médicale à l'accompagnement et au suivi des patients. Et ces communautaires-là doivent avoir un statut. Et c'est là où l'État a du mal à s'engager pour trouver les moyens de régulariser ces corps de métier nouveaux qui pourtant apportent une réponse à l'éducation, à la prévention et à une bonne prise en charge des patients. En parlant justement d'accompagnement, Gratien, selon vous, est-ce que certaines tranches de la population devraient bénéficier gratuitement de ces systèmes de santé? Oui, il y a des populations qui sont vulnérables, des tranches qui sont vulnérables. On peut parler notamment des enfants de moins de 7 ans. En général, c'est l'âge encore, ils sont plus maladifs, plus sensibles. Et surtout, les femmes qui sont enceintes et aussi les personnes qui ont des maladies comme le sida ou d'autres maladies qui sont qui prennent beaucoup de moyens. Il faudrait vraiment protéger ces populations, à défaut d'avoir la couverture universelle maladie, qu'il y ait au moins une couverture pratiquement qui est décidée au niveau de toute l'Afrique pour ces tranches de population. Ce serait une sorte de protection aussi de l'avenir. On protège les enfants, on protège les femmes qui sont enceintes. C'est vraiment l'avenir de l'Afrique.
Merci, messieurs, dames. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. À Madagascar, le président Radzonarimampianine affiche son autorité. Ce jeudi, il a mis fin au mandat de la Haute Cour constitutionnelle expiré depuis 2010, mais maintenu en raison de la crise politique. André Antil, analyste politique, souligne l'importance des concertations pour la nomination du Premier ministre. Et puis, commémoration du génocide rwandais. Des manifestations sont prévues du 7 avril au 19 juillet prochain, à quelques semaines du coup d'envoi. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, a lancé un appel à la communauté internationale. Objectif, tirer les leçons de ces événements qui ont fait plus de 800 000 victimes. Denis Dakounse-Saou Kourkota, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sandra. À très vite. Nous marquons une nouvelle courte pause à suivre notre volet économique. À tout de suite.